Bonjour. Aujourd'hui, je rentre sur un terrain un peu dangereux, donc il faut vraiment que je fasse 1000 mises en garde pour s'assurer que ce soit clair pour tout le monde. Que je ne suis pas en train d'essayer de prendre la place d'un psychologue, d'un psychothérapeute ou de n'importe quel autre professionnel de la santé qui travaille avec les personnes qui présentent un problème de la santé mentale, parce que c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, du trouble de la personnalité limite, qui est un problème de la santé mentale. Toute maladie mentale a besoin d'être traitée par des spécialistes, puisque le taux de suicide ou le taux de décès par tout autre moyen est quand même assez élevé chez les personnes qui vivent avec le trouble de personnalité. Donc, si vous soupçonnez avoir le trouble de personnalité limite, ou si vous avez un proche qui présente des comportements qui ressemblent au comportement d'une personne qui souffre du trouble de personnalité limite, mais c'est toujours important de consulter un médecin et les spécialistes, ok? Donc, maintenant que cette mise en garde est faite, on va embarquer dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi mon expérience au sujet du trouble de personnalité limite? J'ai eu des cours à l'université au sujet de la santé mentale parce que oui, les ergothérapeutes peuvent travailler également en santé mentale. On peut se tourner dans cette direction-là durant notre parcours professionnel. Donc, j'ai eu des cours au sujet de la santé mentale. Le trouble de personnalité limite, c'est quelque chose qu'on a quand même pas mal étudié dans les cours. Mais ensuite, vraiment, l'expérience la plus importante que j'ai eue auprès de ces personnes-là, c'est durant mon stage, mon dernier stage. Par ailleurs, c'était mon stage de maîtrise en psychiatrie. Donc, mon superviseur, ma superviseure, c'était une ergothérapeute psychothérapeute. Donc, elle avait une double formation. Et donc, elle traitait les personnes qui avaient le trouble de personnalité limite, TPL. Donc, dans la suite de la vidéo, je vais, au lieu de dire trouble de personnalité limite à chaque fois, je vais dire juste TPL. OK? Donc, ma superviseure traitait ces personnes-là par intermédiaire de la thérapie comportementale dialectique ou la TCD. Donc, dans la suite de la vidéo, je vais utiliser TCD au lieu de dire thérapie comportementale dialectique à chaque fois. Donc, c'est une thérapie qui a quand même fait pas mal ses preuves auprès des personnes qui vivent avec le TPL. Donc, voilà, même si grâce à ces cours et à ce stage que j'ai suivi, j'ai probablement un petit peu plus de connaissances et d'expérience quand même à ce sujet que la majorité de personnes sur Terre, il reste que mon expérience reste quand même assez limitée. Donc, une fois de plus, je ne prétends pas être experte dans le domaine. Et ce qui m'a amené à faire la vidéo que je suis en train de filmer pour vous, c'est que j'étais en train de revoir mes vieux cartables d'université, puis je suis tombée sur ce cartable-là avec la thérapie comportementale dialectique, la TCD, avec la santé mentale, puis j'étais en train de regarder un peu ça, puis je trouvais ça quand même assez frappant à quel point il y a certaines correspondances, certaines similitudes avec la philosophie de yoga derrière ça, donc entre cette thérapie et le yoga. Bien entendu, c'est pas du tout la même chose, mais il y a certains éléments qui se rejoignaient, et donc je trouvais ça intéressant d'essayer de faire un peu des parallèles, et donc par le fait même de voir comment le yoga pourrait un petit peu aider ces personnes-là aussi. Donc, c'était quand même une longue introduction. Félicitations d'être toujours là avec moi, et c'est là que le plus intéressant commence. Alors, en résumé, c'est quoi le trouble de personnalité limite, le TPL? Donc, selon moi, la meilleure façon de représenter ce trouble, c'est le grand vide à l'intérieur de nous. Donc, imaginez l'image d'une personne, puis là, on va dessiner un cercle, un vide, un trou noir, l'absence de toute matière, si vous voulez. Donc, vraiment, ce grand vide qui fait énormément mal. Donc, on parle ici d'un très grand vide émotionnel. Et donc, ce vide est très souvent formé, pratiquement tout le temps, formé durant le développement affectif de l'enfant.
Et on ne parle pas forcément ici de la maltraitance. Ce ne sont pas forcément les enfants qui sont tout le temps battus, même si c'est une très 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 mauvaise chose aussi, évidemment, de se faire battre. Mais ça peut être aussi des situations quand objectivement le parent va bien prendre soin de son enfant, il va le nourrir, changer la couche, amener à l'école, amener à toutes sortes d'événements, tout ça, lui acheter des jouets. Mais quand le parent va pas manifester de l'affection à l'enfant, ne va pas lui faire comprendre que je t'aime, tu es la chose la plus importante dans ma vie et voilà, peu importe ce qui se passe dans ta vie, je serai toujours là. Puis mon cher petit enfant, je t'aime, je t'adore et voilà. Donc, ça va être les situations quand on ne va pas suffisamment exprimer d'affection à l'enfant ou du moins pas suffisamment. Donc, pour que l'enfant puisse bien se développer sur le plan psycho-émotionnel, évidemment, il va recevoir beaucoup d'amour, mais il va aussi recevoir, il a aussi besoin d'être guidé pour pouvoir se découvrir et s'épanouir. Donc, vraiment découvrir par lui-même ses intérêts, ce qu'il aime, ses passions. Et le parent, c'est un peu l'intermédiaire pour guider l'enfant dans ce processus. Une personne qui souffre de TPL, ce n'est pas quelqu'un qui arrive s'auto-suffire en quelque sorte. Ces personnes ont une très faible confiance en soi. Ils ne savent pas ce qu'ils aiment. Ils ont besoin d'approbation tout le temps. Ils ont besoin de cette approbation qui vient tout le temps de l'extérieur. Et donc, elles sont très dépendantes en fait des facteurs externes et des personnes qui les entourent. Donc, pour combler cet énorme vide émotionnel et ce vide de représentation de soi, elles deviennent très facilement dépendantes des autres personnes et deviennent très dépendantes des intérêts des autres personnes aussi. Donc, elles vont se faire très facilement influencer. Les histoires d'amour, très vite, ça devient très compliqué. Elles peuvent devenir également dépendantes de la drogue, de l'alcool et d'autres substances qui vont modifier l'état de la conscience et qui vont nous donner l'impression que tout va bien, tandis que ça ne l'est pas. Donc, pour essayer de combler ce vide, ces personnes-là vont fréquemment se tourner vers de l'automutilation. Le but étant de, camoufler la douleur émotionnelle, puisque la douleur émotionnelle, c'est quelque chose de pas tangible, de pas visible, de pas mesurable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, ce n'est pas quelque chose qu'on peut montrer. Regarde, je me suis fait mal là, je me suis coupée, puis là, c'est là qu'on va avoir un retour. Ah, pauvre toi, tiens, je vais prendre soin de ton bobo. La douleur émotionnelle, c'est pas ça, c'est pas quelque chose sur quoi qu'on peut montrer, c'est pas quelque chose sur quoi on peut mettre un pansement. Donc, ça peut être très difficile à vivre cette douleur-là. Et ici, le fait de s'auto-infliger de la douleur physique, ça peut donner du sens à cette douleur émotionnelle. Ça rend la douleur plus visible et lui donne plus de sens. De plus, quand on se fait mal physiquement, le corps libère aussi des endorphines, des hormones qui vont essayer de faire en sorte que justement on sent un petit peu moins de douleur. Et donc, a priori, ces endorphines sont là pour diminuer la douleur physique, mais ça peut avoir un effet de soulagement aussi sur notre douleur émotionnelle. Ces personnes sont souvent dans le noir ou dans le blanc. Elles arrivent très difficilement à se retrouver dans la zone grise, dans ce compromis. Donc, elles peuvent passer très rapidement de l'adoration totale pour une personne, mettons s'il s'agit de leur couple, elles peuvent passer de l'adoration totale envers leur conjointe à quelques minutes plus tard à je te déteste, je veux plus rien savoir de toi, je te quitte et partir. Puis après, quelques heures plus tard, de revenir, puis une fois de plus se mettre à genoux, pleurer et supplier le pardon. Et des toutes petites choses, en fait, peuvent faire en sorte que ça va changer. Ça peut être juste la façon comment on va regarder, des mots qu'on va mal interpréter. Donc, ça va être très difficile d'essayer de voir la situation dans la zone grise. Ça va être soit blanc ou noir. Donc, tout comme la vie peut paraître totalement merveilleuse, complètement dans le rose par certains moments, et à d'autres moments, au contraire, la vie va paraître à ces personnes-là totalement insupportable. Et c'est là qu'on va être un petit peu plus à risque aussi de faire
des choses qu'on pourrait regretter ou que nos proches pourraient regretter. Il y a sûrement encore beaucoup de choses, beaucoup de traits de ce trouble-là que j'ai pas mentionné, mais je pense que pour ceux qui connaissaient pas, ça vous donne quand même une bonne aperçu de la situation. Par ailleurs, parmi les traits positifs, ces personnes-là sont très empathiques. Donc, elles deviennent souvent de très, très bonnes thérapeutes parce qu'elles arrivent à bien sentir l'autre personne. D'autre part, c'est quelque chose qui a aussi l'envers de la médaille, c'est que justement cette empathie peut nous faire vivre tout plein d'émotions aussi qui peuvent se tourner un peu contre ces personnes-là. Je dis nous, mais de mon côté, je vous rassure, j'ai pas le trouble de personnalité limite, même si je suis une personne très, très, très empathique. Donc, par moment, je peux comprendre ce que peuvent vivre les personnes TPL par rapport à ce ressenti du monde. Mais j'ai pas le TPL. Donc, quand je parle nous, je ne parle pas de moi. Ok? J'ai tout plein d'autres problèmes de santé, mais j'ai pas le TPL. Et donc, par moments, ces personnes-là peuvent être aussi un peu enfantins. Donc, agir un petit peu trop en enfant. Ce qui, d'un côté, peut être très attrayant, mais d'un côté, c'est pas toujours adapté au contexte, à la dure réalité dans laquelle nous vivons. Donc, dans le monde des thérapies comportementales, il existe beaucoup de thérapies. Et donc, le but de la thérapie comportementale cognitive, c'est de nous aider à mettre nos comportements et les pensées, les émotions aussi qui les précèdent, sur les étagères, de comprendre nos schémas de fonctionnement. Donc, si on parle d'un comportement dysfonctionnel, donc par exemple, si je crie sur quelqu'un, si je frappe quelqu'un, si je fais mal à quelqu'un, si je me fais mal à moi-même, on veut décortiquer ce qui précède ce comportement dysfonctionnel. Donc, vraiment, étape par étape. OK, là, il vient de se passer cette chose-là. Là, ça m'a amené cette pensée. La pensée a amené cette émotion. Là, ça a amené une autre pensée. Donc, on va essayer de comprendre toute cette chaîne-là de petits événements qui nous mènent à ce comportement dysfonctionnel. Et donc, plus on en prend conscience, mais plus les prochaines fois, le but, c'est d'essayer d'agir un petit peu à temps, justement, de ne pas nous laisser emporter dans cette chaîne de comportements et de pensées et d'émotions trop loin. Donc, en extrêmement résumé, c'est à peu près le but de la thérapie comportementale. Si jamais il y a les thérapeutes qui m'écoutent, si jamais je viens de dire n'importe quoi, dites-le moi en commentaire, mais c'est comme ça que je comprends les choses. Alors, la thérapie comportementale dialectique comporte également ces éléments-là de la thérapie comportementale cognitive. Mais il se trouve que uniquement faire ces choses-là, donc un peu plus rationnel, de faire ce raisonnement rationnel, avec les personnes qui ont le TPL, ce n'est pas toujours suffisant. Et donc très souvent, ce n'est pas suffisant parce que ce sont les personnes qui restent quand même beaucoup aussi dans leur ressenti et le corps va agir bien avant qu'on arrive à prendre conscience des choses et d'y réfléchir et de vraiment mettre des bons mots sur ce qui est en train de se passer. Donc, la thérapie comportementale dialectique, la TCD, comporte d'autres éléments aussi, et justement certains éléments de cette thérapie-là qui rejoignent le yoga, et c'est ça que la philosophie derrière le yoga, et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Donc, mon but n'est pas de vous faire un cours complet sur la TCD. De toute façon, normalement, c'est une formation quand même assez longue que j'ai pas suivie. Par ailleurs, j'ai pas suivi la formation pour devenir un thérapeute qui peut mettre en place cette approche-là. Je l'ai apprise justement en action durant le stage, mais ça ne me donne pas le droit d'exercer cette thérapie. Donc, il y avait des exercices que je faisais avec les clients qu'on appelait des exercices de conscience éclairée. Donc, ces exercices rejoignent beaucoup, justement, l'idée de ici et maintenant. Ces exercices consistaient d'observer ce qui se passe simplement dans le moment présent. Donc, un exercice très simple, par ailleurs, un des exercices de conscience éclairée consistait à dire conscience sur inspiration. Donc, on respire et en inspirant, je gonfle le ventre, je dis le mot conscience. Et sur l'expiration, je dis éclairé. Et donc, on fait ça pendant au moins 3 minutes.
Donc ensuite, après avoir fait cet exercice, il fallait décrire sur une feuille le contexte dans lequel l'exercice s'est déroulé. Par exemple, j'étais assise en tailleur, j'étais assise sur une chaise. Pendant l'exercice, le téléphone a sonné. J'ai pas pu résister, je regardais mon téléphone, j'ai répondu un message, j'ai remis le téléphone, puis je continuais mon exercice. Ou peut-être j'entendais un camion dehors qui était en train de rouler, donc je me suis sentie un petit peu énervée à cause de ce bruit. Ou peut-être c'était, tout s'est bien passé, j'étais dans le contexte très calme, mais j'ai réussi à faire l'exercice sans me faire distraire. Donc, le but n'étant pas de toujours parfaitement réussir l'exercice, mais aussi de surtout porter attention sur ce qui se passe durant cet exercice. Et c'est plus ça, en fait, l'exercice, c'est de voir comment est-ce que j'arrive à observer les petites choses qui peuvent me distraire durant l'exercice. Et là, juste le fait d'en prendre conscience de cette chose-là, mais voilà, ça veut dire que l'exercice est réussi. Même si j'ai pas réussi à faire cette respiration pendant 3 minutes sans me distraire, mais que après avoir fait cet exercice-là, je prends conscience, ok, c'est passé ça. Déjà, ça veut dire que l'exercice est réussi. Donc, ce qui était primordial durant les exercices de conscience éclairée avec les patients que j'accompagnais, c'est que ça devait être fait sans jugement. Donc, sans jugement, ça veut dire qu'on ne veut pas évaluer la situation. On veut vraiment se centrer sur les faits et on veut séparer ses opinions des faits. On veut identifier l'imperfection et la nuisance, peut-être les choses qui ont pu nuire à notre exercice, mais sans les juger. Donc, pas de jugement, juste de l'observation, en fin du compte, de la situation. Il était extrêmement important aussi de faire une chose à la fois, chose avec laquelle on a tous pas mal de difficultés. En tout cas, moi, je sais que pour moi, c'est un gros problème d'arriver à faire une chose à la fois. Donc, faire une chose à la fois, ça veut dire vraiment d'accorder pleinement l'attention à chaque chose qu'on fait. Donc, si on constate qu'on est en train de faire 2 choses en même temps, on veut s'arrêter, on dit stop, pause, et on ne reprend qu'une seule chose. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place par intermédiaire des exercices. Donc, parmi les autres exercices qui faisaient partie aussi de la TCD, de la thérapie comportementale dialectique, il y avait aussi des exercices qui servaient à comprendre, qui nous aidaient à comprendre à quoi servent les émotions. Donc, on choisissait une situation récente durant laquelle on a réagi de façon émotionnelle, une situation où on a eu une réaction émotionnelle à un événement, et on répondait aux questions suivantes par rapport à cette situation-là. Donc, entre autres, il y avait des questions. Quelle action est-ce que mon émotion me motive ou me prépare à faire? Donc, c'est quoi le but, en fait, de mon émotion? Est-ce qu'il y a un problème que mon émotion me permet de résoudre, de surmonter ou d'éviter? On sait tous bien que les émotions, ça sert à quelque chose. C'est pas pour rien que ça existe dans la nature. Donc, c'est essayer de comprendre c'est quoi le but de mon émotion? À quel objectif je veux arriver en réagissant de cette façon, en ayant cette émotion? Donc, on pouvait se poser aussi des questions de quelles sont mes expressions faciales, ma posture, mes gestes, mes mots, mes actions, comment cette émotion se manifeste dans mon corps. Donc, juste le fait de prendre conscience de ça, c'était un exercice quand même assez important également en soi. Bref, avec tout ce que je viens de vous décrire, je pense qu'on peut voir un peu des liens avec la philosophie derrière le yoga. Évidemment, si on va un peu au-delà des asanas, donc de la pratique de yoga physique, mais aussi toute cette théorie derrière le yoga. Donc, tout ce qui touche à l'importance justement d'être dans le moment présent, ici et maintenant, de se concentrer sur notre respiration, essayer de faire une chose à la fois, essayer d'observer l'environnement qui nous entoure, mais aussi d'observer nos émotions, d'observer nos pensées, juste de prendre le temps de faire ça en fait, d'observer ici, maintenant, dans le moment présent. Beaucoup de travail est également accordé pour aider à trouver ce juste milieu. Donc, je me rappelle que les personnes qui présentent le TPL, qui vivent avec le TPL, ils ont des difficultés à se retrouver dans la zone grise, donc c'est soit dans le noir ou dans le blanc. Donc, on veut essayer de trouver le juste milieu dans chaque situation, ce qui n'est pas toujours facile et c'est le cas pour tout le monde et pas uniquement pour les personnes TPL. Et la première étape, évidemment, c'est
toujours aussi de prendre conscience de toutes ces choses-là. Et donc tout ça, ça nous ramène une fois de plus vers le yoga, les pratiques de pranayama, donc toutes ces pratiques qui vont faire en sorte qu'on va se concentrer sur la respiration. La méditation de pleine conscience, c'est l'adaptation des méditations, des méthodes de méditation dans le yoga un petit peu plus anciennes. La pleine conscience, c'est un peu plus adapté au contexte de notre vie occidentale. Par ailleurs, j'ai une méditation de pleine conscience sur ma chaîne YouTube que j'appelle la méditation des bulles de savon. Plusieurs personnes m'ont fait un retour, donc les personnes qui n'ont pas forcément le TPL, bien évidemment, mais plusieurs personnes m'ont fait un retour que ça les aide vraiment à se recentrer dans le moment présent et d'observer leurs pensées, leurs émotions, de se réconcilier aussi avec leurs pensées et les émotions. C'est un petit peu ça aussi le but des méditations de pleine conscience. Je me mets le lien par ailleurs vers cette méditation en description. Je vous encourage fortement de l'essayer. Donc voilà, bien évidemment, tout ce que je viens de dire, ça s'applique pas uniquement aux personnes TPL, toutes ces choses-là. Donc d'observer nos émotions, de faire une chose à la fois, de respirer, tout ça, ce sont les choses qui sont bien en fait à tout le monde. Mais bon, je trouvais ça intéressant de vous parler de TPL. Parce que, justement, tous ces traits qu'on va retrouver chez les personnes troubles de personnalité limite, on peut les retrouver un petit peu chez nous aussi, même si on n'a pas forcément ce trouble-là. Donc, c'est toujours bien de faire un peu d'introspection par rapport à ça et de mettre les bonnes choses, des bons outils en place pour nous aider tout simplement à être plus heureux dans la vie. Et je pense que le yoga, c'est un bel outil à condition de ne pas... C'est un bel outil, le yoga, pour nous aider à y arriver, à condition qu'on ne se mette pas justement trop de pression. Tant qu'on n'est pas dans le yoga de performance, chose qu'on va quand même assez souvent voir dans les cours de yoga collectif, malheureusement, on va voir ces personnes dans la première rangée, souvent, qui vont être super souples, qui vont avoir un équilibre inébranlable. Et si nous, on a un petit peu plus de difficultés, on peut se mettre justement très facilement à retomber dans le jugement. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention aussi justement avec le yoga. C'est pas... le yoga également s'adapte un petit peu en fonction de notre contexte actuel, malheureusement, de performance, de toujours essayer de faire le meilleur de notre corps. Donc, il faut faire attention aussi. Je pense que rendu là, on n'est plus trop dans le yoga non plus, quand on est trop dans la performance, dans le jugement et dans la comparaison. Dans le yoga, l'important, c'est vraiment de se comparer, nous, par rapport à nous-mêmes, de se concentrer plus sur nos progrès, puis même s'il n'a pas de progrès, il a toujours un progrès. Que ce soit un progrès physique, ça peut être aussi un progrès plus psychologique, peut-être dans notre façon de nous adresser à notre corps. Et c'est ça. Donc, je pense qu'il faut arrêter aussi qu'on voit le progrès uniquement dans la performance physique dans le monde de yoga. Comme on a tendance parfois à le voir dans certains endroits, malheureusement. Voilà, j'ai envie de réfléchir, faire cette réflexion avec vous, quelque part en même temps, ensemble. Vous pouvez m'écrire vos réflexions à ce sujet-là également. Si vous êtes peut-être une personne qui vit avec le TPL puis qui a envie de partager son vécu avec les autres, vous pouvez le faire également en commentaire ou pas. Peut-être vous avez quelqu'un de la famille qui vit avec cette condition, vous pouvez une fois de plus partager leur histoire, leur situation. Et dans tous les cas, c'est évidemment une condition, un trouble qui est pas très facile à vivre. Je pense qu'on est pris avec ça quand même pour la vie, avec le trouble de personnalité limite. On a vu que la cause est dans l'enfance et toutes les patterns comportementaux qu'on va développer dans l'enfance, et ça peut être un petit peu difficile de s'en débarrasser. Mais je pense que avec la sagesse, avec la pratique, avec la prise de conscience de plusieurs choses, les personnes qui ont le trouble de personnalité limite arrivent à retrouver une bien meilleure qualité de vie, de devenir plus heureux. Et comme j'ai déjà dit, toutes ces choses-là, ça s'applique pas uniquement aux personnes TPL, mais en fait à nous tous. Et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Très belle journée à tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo, partagez-la si vous avez trouvé ça intéressant, pertinent. Et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo.